Le sourire de Chloé sur cette photo. C'était tout mon monde. Un sourire éclatant. Plein de promesses. Encadré par le bras de son mari. Marc. À côté d'eux. Mes petits-enfants. Léo et Manon. Affichaient cette assurance un peu insolente de l'adolescence. Et moi. Au milieu. Je rayonnais. C'était il y a 2 ans. Lors de mon 71e anniversaire. Je pensais que ce cadre en argent poli contenait mon plus grand trésor, une famille unie. Heureuse. Une famille que j'avais bâtie. Protégée. Et soutenue de toutes mes forces depuis la mort de Jean. Je regardais cette photo chaque matin en buvant mon café. Elle était le symbole de ma réussite. La preuve que malgré le chagrin et la solitude, j'avais réussi à maintenir le navire à flot. Leur sourire était ma récompense. Je croyais qu'ils étaient sincères. Je croyais que leur amour était aussi inconditionnel que le mien. Mais ça, c'était avant. C'était avant que les murs de mon appartement ne me renvoient l'écho de leurs véritables pensées. Avant que je ne comprenne que sur cette photo, je n'étais pas le cœur de la famille, mais son portefeuille. La valeur de ma vie ne se mesurait pas en souvenirs, mais en euros. Et la date de ma mort était devenue, pour eux, une sorte d'échéance financière. Aujourd'hui, quand je regarde cette photo, je ne vois plus leur sourire. Je ne vois que le calcul qui se cache derrière. Quelques mois plus tôt, pourtant, rien ne laissait présager la tempête. Ma vie, ici à Lyon, était réglée comme du papier à musique. Je m'appelle Solange Fournier. J'ai 73 ans. J'ai été fonctionnaire à la mairie de Lyon pendant plus de 30 ans. Un travail stable, respectable, qui m'a permis de vivre confortablement. Mon appartement, sur les hauteurs de la Croix-Rousse, est mon sanctuaire. De mon balcon, je peux voir les toits de la ville s'étendre jusqu'à Fourvière. C'est une vue qui ne lasse jamais. Surtout le matin, quand le soleil dore la pierre des vieux bâtiments. Depuis la mort de mon mari, Jean, il y a 20 ans, l'organisation a été ma bouée de sauvetage. Un accident de chantier terrible l'avait emporté. J'étais anéanti. Mais l'assurance vie de son entreprise m'avait permis de solder le prêt de notre appartement et de mettre de côté une somme confortable. Avec ma pension et sa pension de réversion, je me suis retrouvé dans une situation financière que je n'aurais jamais imaginée. Je n'ai jamais manqué de rien. Et surtout, j'ai pu m'assurer que ma fille, Chloé, ne manquerait jamais de rien non plus. Chloé a aujourd'hui 45 ans. C'est ma fille unique. Mon tout. Je lui ai payé ses études dans une école de commerce privée. J'ai financé une grande partie de son mariage avec Marc. Et je les ai aidés à verser l'apport pour leur pavillon à Caluire et Cuire. Quand les enfants sont nés, Léo puis Manon, mon bonheur était complet. Je me suis investie corps et âme dans mon rôle de grand-mère. C'était naturel. C'était ma façon de leur montrer mon amour. Ma journée commençait toujours de la même manière. Réveil à 7 heures. Une tasse de café noir en lisant Le Progrès. Puis ma petite marche sur le plateau de la Croix-Rousse. Je saluais les commerçants. J'échangeais quelques mots avec Madame Dubois. Ma voisine de palier. Une femme charmante et pleine d'esprit. Mes après-midi étaient consacrés à la gestion des comptes, à la lecture, et bien sûr, à la préparation des visites de ma famille. Ils venaient déjeuner presque tous les dimanches. Ces repas étaient le point d'orgue de ma semaine. Je passais des heures en cuisine à leur préparer leur plat préféré, un poulet de Bresse rôti. Un gratin dauphinois crémeux. Je voulais que tout soit parfait. Pourtant, depuis quelques années,
Une ombre planait sur ces réunions de famille. Une ombre subtile, presque imperceptible, que je m'efforçais d'ignorer. Chloé, qui était autrefois si pétillante et affectueuse, semblait souvent fatiguée, presque agacée en ma présence. Elle passait son temps sur son téléphone, répondant à mes questions par des monosyllabes. Elle travaille à mi-temps dans un cabinet comptable, un poste qu'elle trouve peu stimulant. Elle se plaint souvent de l'argent, du coût de la vie, des dépenses imprévues. Et chaque plainte se terminait, d'une manière ou d'une autre, par une demande déguisée. La machine à laver vient de lâcher. Maman. On ne sait pas comment on va faire ce mois-ci. Et moi? Bien sûr. Je sortais mon chéquier. C'était normal. N'est-ce pas? Une mère aide ses enfants. Marc, son mari, est directeur d'entrepôt. C'est un homme que je n'ai jamais vraiment réussi à cerner. Au début, il était poli, presque charmeur. Mais avec le temps, sa courtoisie s'est effritée pour laisser place à une forme de sarcasme que je trouvais blessante. Il avait pris l'habitude de faire des blagues sur mon âge. Si je demandais de répéter quelque chose, il lançait à la tablée, faut monter le son. Les enfants. Mamie perd l'audition. Et tout le monde riait. Moi aussi. Je riais. Un rire jaune, qui masquait la petite piqûre que je sentais dans mon cœur. Je me disais que c'était sa façon d'être, qu'il ne pensait pas à mal. Les petits-enfants, Léo et Manon, avaient grandi. Les enfants qui se jetaient dans mes bras étaient devenus des adolescents distants. Léo, à 16 ans, était absorbé par ses jeux vidéo et ses amis. Manon, à 14 ans, ne vivait que pour les réseaux sociaux. Leur monde m'était étranger. Quand ils étaient là, ils restaient le nez sur leurs écrans, les écouteurs vissés dans les oreilles. Pour obtenir un sourire, il fallait que je leur parle du dernier smartphone à la mode ou que je glisse un billet dans leur poche en partant. Et je le faisais. Je payais leurs cours de tennis, leurs stages de musique, leurs vêtements de marque. Je pensais acheter leur affection, mais je ne faisais qu'entretenir leur indifférence. La tradition que j'avais instaurée, et que j'aimais par-dessus tout, c'était les vacances d'été. Chaque année, c'est moi qui finançais et organisais tout. Nous étions allés en Espagne, en Italie, au Portugal. Je passais des semaines à comparer les hôtels, à réserver les vols, à planifier les excursions. C'était ma façon de leur offrir des souvenirs, de nous réunir loin du train-train quotidien. Ils semblaient apprécier. Bien sûr. Qui refuserait une semaine tout frais payée au soleil? Mais même là, je sentais un décalage. C'étaient mes vacances. Mais leurs règles. Ils choisissaient les restaurants, le rythme des journées. J'avais l'impression d'être une touriste dans mon propre projet. Une simple spectatrice munie d'une carte de crédit. Si je proposais une visite culturelle, Léo soupirait que c'était « chiant ». Si je marchais un peu lentement, Marc me lançait un « Allez Solange ». On n'a pas toute la journée. J'encaissais. Je me disais que c'était le prix à payer pour les avoir tous auprès de moi. Ce dimanche-là, l'ambiance était particulièrement tendue. Ils étaient arrivés en retard. Chloé avait l'air contrariée. La chaudière fait un bruit bizarre. Maman. Le réparateur a dit que ça allait coûter une fortune. La phrase était en suspens, flottant au-dessus du poulet rôti. J'ai soupiré intérieurement. Mais j'ai souri. Ne t'en fais pas, ma chérie. On trouvera une solution. La solution?
C'était moi. Comme toujours. Pendant le repas, j'ai essayé de lancer un sujet qui me tenait à cœur. J'ai commencé à regarder pour les vacances d'été. Dis-je avec un enthousiasme que j'espérais contagieux. Je pensais à la Corse. Porto Vecchio? Ça vous dirait? Les plages sont magnifiques. Paraît-il. Un silence s'est installé. Chloé a échangé un regard rapide avec Marc. Léo a levé les yeux de son téléphone une demi-seconde avant de replonger. C'est Marc qui a brisé la glace. La Corse? C'est pas un peu calme? Pour les jeunes? Je veux dire. Oh. Mais il y a plein d'activités nautiques. Des randonnées. Ai-je commencé? Mon argumentaire déjà prêt. Chloé m'a coupé. Le problème, maman, ce n'est pas la destination. C'est l'organisation. Les dernières fois, c'était un peu compliqué. Je l'ai regardée. Surprise. Compliqué? Comment ça? Elle a hésité, remuant la purée dans son assiette. Eh bien, tu sais, tu as ton rythme. C'est normal. Mais pour nous, c'est difficile de tout le temps devoir s'adapter. Les enfants ont envie de bouger, de sortir le soir. Je ne vous ai jamais empêché de sortir. Ai-je répondu? La voix soudainement plus faible. Je peux très bien rester à l'hôtel le soir. Ce n'est pas la question, a dit Marc, avec ce ton faussement patient qu'il prenait pour me faire la leçon. C'est que ça met une certaine ambiance. On se sent obligé de faire attention. On ne peut pas être complètement détendu. Manon est gênée quand tu demandes au serveur de parler plus fort. Manon a rougi. Sans lever la tête. J'ai senti mes joues s'empourprer. Je n'avais jamais réalisé que ma simple présence pouvait être une source de honte. Je ne savais pas. Ai-je murmuré. On ne te reproche rien? Maman, a ajouté Chloé. Avec une douceur qui sonnait faux. C'est juste que les choses changent. Il faut l'accepter. Le reste du repas s'est déroulé dans une atmosphère glaciale. J'avais perdu l'appétit. Leurs paroles tournaient en boucle dans ma tête. Mon rythme. Gêné. Obligé de faire attention. Chaque mot était une petite pierre lancée contre la façade de notre bonheur familial. Quand ils sont partis. Après le café. Chloé m'a embrassé sur la joue. Un baiser froid. Mécanique. On en reparle pour les vacances. D'accord? Ne te précipite pas pour réserver. Une fois la porte refermée. Le silence de l'appartement m'a semblé assourdissant. J'ai regardé les restes du festin. La vaisselle sale qui s'empilait. J'avais passé ma matinée à cuisiner pour eux. Pour ce moment que je chérissais tant. Et en retour, j'avais reçu une leçon sur la manière dont ma vieillesse était devenue un fardeau. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. J'ai repensé à toutes ces années. À tous les sacrifices que j'avais faits. D'abord pour Jean. Puis pour Chloé. Je ne regrettais rien. Mais une question amère commençait à germer dans mon esprit, et moi? Dans tout ça? Qui s'était jamais soucié de mon rythme? De mes désirs? Les semaines suivantes, j'ai essayé de changer. J'ai fait un effort pour être plus discrète. Quand Chloé appelait pour se plaindre, j'écoutais sans donner de conseils. Quand je les voyais, je parlais moins. Je posais moins de questions. J'essayais de devenir invisible, espérant que cela apaiserait les tensions. Mais rien n'y faisait. Leur distance semblait s'accroître de jour en jour. Malgré tout, l'idée de la Corse ne me quittait pas.
C'était plus qu'un simple voyage. C'était un rêve. J'avais toujours voulu voir les calanques de Piana. Sentir le parfum du maquis. Je me suis dit que c'était peut-être ma dernière chance. J'ai continué mes recherches en secret. Avec une sorte de ferveur désespérée. Je me suis dit que si je leur présentais un projet parfait. Un hôtel de luxe avec un club pour les jeunes. Des activités pour tous. Ils ne pourraient pas refuser. Je leur prouverais que je n'étais pas un fardeau. J'ai trouvé la perle rare, un magnifique complexe hôtelier près de Porto Vecchio. Avec des piscines. Un accès direct à la plage. Et un programme d'excursion incroyable. C'était cher. Très cher. Mais peu importait. Le prix du bonheur familial n'avait pas de limite. J'ai tout réservé, les vols. L'hôtel pour 4 personnes. Une voiture de location. J'allais leur faire la surprise. J'imaginais leur visage s'illuminer. La joie dans les yeux de Chloé. La reconnaissance de Marc. J'étais convaincue que ce voyage allait tout arranger. Qu'il allait laver les non-dits et les frustrations. J'étais tellement naïve. Le jour où j'avais prévu de leur annoncer la grande nouvelle était un samedi. Début juin. Le soleil inondait mon salon, faisant briller la poussière dans ses rayons dorés. J'avais préparé un gâteau au chocolat. Le préféré de Manon. Et la table basse était couverte de brochures touristiques sur la Corse. Chaque image était une promesse de bonheur retrouvé. J'avais le cœur battant. Comme une enfant à la veille de Noël. J'avais répété mon petit discours. M'assurant de mettre l'accent sur tous les aspects qui plairaient aux adolescents. Minimisant ce qui pourrait sembler être un caprice de vieille femme. Quand la sonnette a retenti. J'ai lissé ma robe et suis allée ouvrir avec un sourire radieux. Mais mon sourire s'est figé en voyant le visage de Chloé. Elle était seule. Et son expression était fermée. Presque dure. « Bonjour maman. » dit-elle en entrant sans même me laisser le temps de l'embrasser. « Chloé ? Mais où sont Marc et les enfants ? Je pensais que vous veniez tous pour le goûter. Ils sont restés à la maison. Il fallait que je te parle. Seul à seul. » Un frisson d'appréhension m'a parcouru l'échine. Le gâteau au chocolat sur la table me parut soudain ridicule. Je l'ai suivie dans le salon. Elle est restée debout. Les bras croisés. Évitant mon regard. Qu'est-ce qui se passe ? Ma chérie ? Tu m'inquiètes. Elle a pris une grande inspiration. Le genre de souffle que l'on prend avant de plonger en eau froide. Ça concerne les vacances. Maman. On en a beaucoup discuté avec Marc. Et avec les enfants aussi. Mon cœur s'est serré. J'ai désigné les brochures d'un geste de la main. Justement. J'ai une surprise pour vous. J'ai tout organisé. Regarde. Un hôtel magnifique à Porto Vecchio. J'ai même. Arrête. Maman. M'a-t-elle coupé ? La voix tranchante. S'il te plaît. Arrête. C'est justement ça. Le problème. Tu décides de tout. Toute seule. Sans jamais nous demander notre avis. J'étais abasourdie. Mais. Je pensais vous faire plaisir. Je paie pour tout. Chloé. La moindre des choses. C'est que je puisse choisir la destination. Non. Ce n'est pas une question d'argent. A-t-elle répliqué. Élevant la voix. C'est une question de principe. On a l'impression d'être tes employés que tu emmènes en séminaire annuel. La comparaison était si cruelle qu'elle m'a coupé le souffle. Des employés ? C'est comme ça que tu me vois ? Ce que je vois. C'est que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que les choses ont changé. Léo et Manon sont des adolescents.
Ils n'ont plus envie de passer leurs vacances avec leur grand-mère. C'est normal. C'est de leur âge. Chaque mot était un coup de poignard. Ils te l'ont dit? Ai-je demandé? La voix brisée. Ils n'ont pas besoin de le dire. Ça se voit. Ils s'ennuient. Maman. Ils passent leur temps sur leur téléphone parce qu'ils ne savent pas quoi te dire. Et franchement. Nous aussi. Avec Marc. On a besoin de souffler. On a besoin de vacances de couple. De famille. Mais une famille nucléaire. Famille nucléaire. L'expression était clinique. Froide. Elle venait de me classer dans la catégorie des éléments extérieurs. Des satellites superflus. J'ai attrapé le dossier contenant toutes les réservations. Les confirmations de vol. Le contrat de location de la voiture. Mes mains tremblaient. Mais j'ai déjà tout payé. Chloé. C'est non remboursable. Elle a haussé les épaules. Avec une indifférence qui m'a glacée. Ce n'est que de l'argent. Maman. Tu en as. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte. C'est le bien-être des enfants. Et le nôtre. Et mon bien-être à moi. Il ne compte pas? Ai-je lâché? Les larmes montant à mes yeux. Mon rêve de voir la Corse? Il ne compte pas? Elle a eu un geste d'impatience. Oh. Ne commence pas à faire ta Calimero. Tu pourras y aller? En Corse? Il existe des voyages organisés pour les seniors. Tu te feras des amis de ton âge. Des amis de mon âge. Elle venait de me parquer dans une réserve? De me mettre une étiquette. Ma famille. C'est vous. Ai-je sangloté? C'est avec vous que je veux y être. Elle s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. Un contact sans chaleur. Presque mécanique. Écoute. Maman. On a réfléchi. On a trouvé une solution. Marc et moi. On va prendre les enfants et on va partir une semaine en club en Grèce. C'est beaucoup moins cher. Tu n'auras rien à payer. C'est notre cadeau. Comme ça. Tu pourras te reposer. Tu en as besoin. C'était le coup de grâce. Non seulement il m'excluait. Mais il présentait cela comme un service qu'il me rendait. Un cadeau. Mon propre exil transformé en acte de bienveillance. Je suis restée assise sur mon canapé. Incapable de prononcer un mot de plus. Tandis qu'elle me détaillait leurs plans avec un enthousiasme déplacé. Elle m'a parlé du club en Grèce. Des toboggans pour les enfants. Des soirées à thème pour les adultes. Elle parlait de leurs vacances. Des vacances que je ne partagerai pas. Quand elle a enfin eu fini. Elle m'a regardé et a dit, tu comprends? N'est-ce pas? C'est mieux pour tout le monde. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus la force. J'ai hoché la tête. Un mouvement imperceptible. Satisfaite. Elle s'est levée. Bon. Je dois y aller. Marc m'attend pour aller faire des courses. On t'appelle dans la semaine. Et ne t'inquiète pas pour les réservations en Corse. Je peux essayer de voir si on peut récupérer quelque chose. Si tu veux. Elle s'est penchée pour m'embrasser. Mais j'ai tourné la tête. Son baiser a atterri dans le vide. Elle n'a pas semblé le remarquer. Repose-toi bien. Maman. Puis elle est partie. Je suis restée là. Au milieu des brochures de la Corse. L'odeur du gâteau au chocolat flottant encore dans l'air. Le silence était total. Brisé seulement par le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le couloir. Chaque tic-tac semblait scander ma solitude. J'ai regardé mes mains. Des mains de vieille femme. Couvertes de taches brunes.
Des mains qui avaient tant donné, tant caressé, tant travaillé. Et qui étaient maintenant vides. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré la mort de Jean. Ma solitude. L'ingratitude de ma fille. L'indifférence de mes petits-enfants. J'ai pleuré sur mes rêves brisés. Sur cette famille que je croyais avoir et qui venait de s'évaporer sous mes yeux. Quand je n'ai plus eu de larmes, une sorte de calme étrange m'a envahi. Un calme froid. Lucide. J'ai regardé autour de moi. Cet appartement. Ces meubles. Ces bibelots. Tout cela avait été acheté avec mon argent. Entretenu par mes soins. Ma vie entière était un monument dédié à leur confort. J'avais été une mère. Une grand-mère. Une banque. Une agence de voyage. Une cuisinière. Mais j'avais oublié d'être Solange. Et c'est là, dans les décombres de mon chagrin, que l'idée a commencé à prendre forme. Une idée folle. Audacieuse. Une idée qui me faisait peur autant qu'elle m'excitait. Si ma place était à la maison, devant la télé, alors soit. Mais les règles du jeu allaient changer. Radicalement. Le lendemain matin, le dimanche, le téléphone a sonné. C'était Chloé. Sa voix était enjouée. Coucou maman. Bien dormi? Dis. Je suis en train de regarder les billets pour la Grèce. Est-ce que tu pourrais me faire un virement? Il y a une promotion qui se termine ce soir. J'ai fermé les yeux, sentant la colère monter. Une colère froide et maîtrisée. Bien sûr. Ma chérie. Combien? Elle m'a donné le montant. Une somme considérable. Je te le fais tout de suite. Ai-je répondu? Ma voix parfaitement égale. Oh. Merci maman. Tu es la meilleure. On passera peut-être te voir en fin de journée. Ce ne sera pas la peine? Ai-je dit. J'ai des choses à faire. Il y a eu un petit silence. Ah. Un dimanche? Oui. Des choses importantes. Après avoir raccroché, je n'ai pas fait le virement. Je suis allé à mon bureau. J'ai sorti tous mes relevés de compte, mes contrats d'assurance, mes titres de propriété. J'ai étalé ma vie financière sur la table de la salle à manger. Pendant des heures, j'ai analysé, calculé, planifié. C'était comme si mes années de travail à la mairie, dans les services administratifs, m'avaient préparé pour ce moment. Je n'étais plus une mère éplorée. J'étais une stratège. Le lundi matin, à 9 heures précises, j'étais devant la porte de mon agence bancaire. Monsieur Dubois, mon conseiller depuis 20 ans, m'a reçu avec son sourire habituel. Madame Fournier. Quelle bonne surprise. Un café? Non merci. Paul. J'ai du travail pour vous. Je me suis assise et je lui ai exposé mon plan. Point par point. D'une voix claire et ferme. Je voulais annuler les procurations que j'avais données à Chloé et Marc sur certains de mes comptes. Je voulais révoquer les cartes de crédit additionnelles à leur nom. Je voulais mettre en place un nouveau testament. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Quand j'ai eu terminé, il a joint ses mains sur son bureau. Solange. C'est une décision très radicale. Êtes-vous certaine de vouloir faire tout ça? Il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai soutenu son regard. Je n'ai jamais été aussi certaine de toute ma vie. Le matin même, Chloé m'a envoyé un message. Maman. Le virement n'est pas passé.
Tu as dû faire une erreur. Peux-tu vérifier? La promo se termine à midi. Bisous. J'ai lu le message et j'ai souri. Un vrai sourire. Pour la première fois depuis des jours. J'ai répondu simplement, je n'ai fait aucune erreur. L'heure de la confrontation approchait. Je savais qu'ils allaient débarquer. Furieux. Dès qu'ils comprendraient que la source s'était tarie. J'ai passé l'après-midi à ranger mon appartement. Mais cette fois, ce n'était pas pour leur faire plaisir. C'était pour moi. J'ai enlevé la grande photo de famille du salon et je l'ai remplacée par un paysage de la Corse que j'avais découpé dans une brochure. J'ai appelé Madame Dubois. Ma voisine. Hélène? Seriez-vous libre pour dîner ce soir? J'aimerais vous inviter au restaurant. Il y a un excellent bouchon lyonnais que je voudrais essayer. Sa voix enjouée m'a fait du bien. Mais bien sûr. Solange. Avec grand plaisir. Tout va bien? Tout va très bien. Hélène. Mieux que jamais. Alors que je me préparais pour sortir, mon téléphone a vibré. C'était Marc. J'ai laissé sonner. Puis Chloé. J'ai laissé sonner aussi. Les messages ont commencé à affluer. Maman. Rappelle-moi d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? La carte de Marc a été refusée à la station-service. Maman répond. C'est quoi ce bordel? J'ai éteint mon téléphone. J'ai mis mon plus beau collier de perles. Un cadeau de Jean. J'ai appliqué une touche de rouge à lèvres. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu une vieille femme fragile et esselée. J'ai vu Solange Fournier. Et elle était prête pour la suite. La place d'une vieille femme? Ce n'était peut-être pas devant la télé. C'était peut-être au centre de sa propre vie. Le dîner avec Hélène a été une bouffée d'air frais. Installé dans la chaleur d'un bouchon lyonnais traditionnel, au milieu des rires et du cliquetis des couverts, je me suis sentie revivre. Hélène Dubois était plus qu'une voisine. Veuve elle aussi. Elle avait cette sagesse tranquille de celles qui ont beaucoup vu et peu jugé. Nous n'avions jamais vraiment abordé nos vies de famille en détail. Par pudeur mutuelle. Mais ce soir-là, j'avais besoin de me confier. Vous semblez soucieuse, Solange. Malgré vos dires? A-t-elle remarqué doucement en dégustant sa quenelle de brochet. J'ai hésité un instant. Puis tout est sorti. Je lui ai raconté l'histoire des vacances. Les paroles de Chloé. La sensation d'être devenu un meuble encombrant. Je n'ai pas mentionné les mesures drastiques que j'avais prises dans la journée. C'était encore mon jardin secret. Je voulais juste une oreille attentive. Un avis extérieur. Elle m'a écouté sans dire un mot. Ses yeux vifs fixés sur moi. Quand j'ai eu terminé, elle a posé sa fourchette et a essuyé délicatement ses lèvres. L'ingratitude est le plus lourd des fardeaux. Mon amie, a-t-elle dit. Surtout quand elle vient de ceux à qui on a tout donné. Vous leur avez donné le confort, la sécurité. Mais vous avez oublié de leur apprendre la valeur des choses. Et surtout, la valeur d'une mère. Ces mots, simples et justes, ont résonné en moi. Elle n'avait pas cherché à défendre Chloé. À trouver des excuses. Elle avait compris. Que dois-je faire? Hélène? Ai-je demandé? Même si ma décision était déjà prise. Elle a eu un petit sourire énigmatique. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais il me semble que vous avez déjà commencé à faire quelque chose. Votre regard n'est plus le même qu'hier. Il y a du feu dedans. Ne le laissez pas s'éteindre. Ce dîner m'a donné la force dont j'avais besoin. En rentrant chez moi, vers 23h, j'ai rallumé mon téléphone. 27 appels manqués.
15 messages vocaux. Une avalanche de SMS. L'apocalypse numérique. Le dernier message de Chloé était lapidaire: on est devant ta porte. Ouvre. Effectivement. Ils étaient là. Assis sur les marches du paillasson. Dans la lumière blafarde du couloir. Chloé. Marc et les 2 enfants. Une sorte de tribunal familial improvisé. En me voyant arriver, ils se sont levés d'un bloc. Le visage de Marc était rouge de colère. Celui de Chloé était déformé par l'inquiétude et l'agacement. Enfin, a lancé Marc. On t'attend depuis 1 heure. Tu étais où? Je dînais dehors. Ai-je répondu calmement en cherchant mes clés dans mon sac à main. Tu dînais dehors? A répété Chloé. Incrédule. Pendant que nous, on vit un cauchemar? Tu ne réponds pas au téléphone? Tes comptes sont bloqués. Qu'est-ce qui se passe? Maman? Tu as été piratée? L'hypothèse du piratage était leur dernière bouée de sauvetage? Le dernier refuge avant de devoir affronter la vérité. J'ai ouvert la porte et je suis entrée, les laissant sur le palier. Entrez, ai-je dit sans me retourner. Et baisser la voix. Il est tard. Ils m'ont suivi dans le salon. Léo et Manon traînant les pieds. Visiblement mal à l'aise. Alors? A insisté Marc en se plantant au milieu de la pièce. Tu nous expliques? Je me suis assise dans mon fauteuil. Le même où j'avais pleuré 48 heures plus tôt. J'ai pris mon temps. J'ai posé mon sac. J'ai ajusté un coussin dans mon dos. Leur impatience était palpable. Il n'y a eu aucun piratage? Ai-je commencé d'une voix posée. Toutes les décisions qui ont été prises aujourd'hui viennent de moi. J'ai annulé vos cartes de crédit. J'ai révoqué vos procurations. Et le virement pour la Grèce ne se fera pas. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Ils me regardaient comme si j'avais soudainement parlé une langue étrangère. Chloé a été la première à réagir. Mais pourquoi? Pourquoi tu ferais une chose pareille? C'est une blague? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Chloé? C'est à cause des vacances? C'est ça? A enchaîné Marc. Le sarcasme perçant dans sa voix. C'est ta petite vengeance parce qu'on a osé vouloir partir sans toi? C'est incroyablement puéril. Puéril? Ai-je répété en le regardant droit dans les yeux. Vous trouvez puéril le fait que je décide de ce que je fais de mon propre argent? L'argent que j'ai gagné en travaillant toute ma vie? L'argent que Jean m'a laissé? Vous m'avez très clairement expliqué ma place. Celle d'une vieille femme qui doit rester chez elle. J'ai parfaitement compris le message. Alors je reste chez moi. Et mon argent aussi. Chloé s'est effondrée sur le canapé, se prenant la tête entre les mains. Je n'en reviens pas. Tu es en train de tout gâcher pour une simple histoire de voyage. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu nous mets dans une situation impossible. C'est moi qui vous mets dans une situation impossible? Ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran pour la première fois. Depuis des années, je paie tout. Vos factures. Vos extras. Les études des enfants. Vos voitures. Et oui. Vos vacances. Vous vous êtes habitué à un train de vie que vous n'avez pas les moyens d'assumer. Ce n'est pas moi qui vous ai mis dans cette situation. C'est vous-même. C'est faux. A crié Marc. On travaille tous les 2. On ne t'a jamais rien demandé. Ce mensonge était si énorme que j'ai éclaté d'un rire bref et sans joie. Ne jamais rien demander? Marc? La dernière fois que vous avez payé un plein d'essence avec votre propre carte? C'était quand? Chloé. Ton abonnement téléphonique? Qui le paie tous les mois?
Et vous? Les enfants? Vos stages de tennis et vos iPhones? Vous croyez qu'ils poussent sur les arbres? Léo et Manon ont baissé la tête, fixant le tapis. La vérité, crue et brutale, venait de faire irruption dans leur cocon douillet. C'est à ce moment-là que j'ai vu le changement s'opérer dans les yeux de Chloé. La colère et l'incrédulité laissaient place à une lueur de panique. Elle a compris que ce n'était pas un caprice, mais une révolution. Elle a compris que son monde, bâti sur ma générosité, était en train de s'écrouler. Elle a changé de tactique. Les cris ont laissé place aux larmes. Maman, comment peux-tu nous faire ça? A-t-elle pleuré? Nous sommes ta famille. On a peut-être été maladroit. On a dit des choses qu'on ne pensait pas. On était stressé, fatigué. Mais on t'aime. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. C'était le grand jeu. Le chantage affectif. Pendant des années, ça avait marché. Un mot doux, une larme, et mon cœur de mère fondait. Mais plus ce soir. Le feu dont parlait Hélène brûlait trop fort. L'amour. Chloé. Ce n'est pas un mot qu'on sort quand on a besoin d'argent. L'amour. Ça se prouve. Par le respect. Par la considération. Des choses que j'attends depuis bien trop longtemps. Marc a vu que les larmes de sa femme ne fonctionnaient pas. Il a tenté une autre approche, la raison. Ou ce qu'il considérait comme tel. Écoute. Solange. A-t-il dit d'un ton qui se voulait conciliant. On a compris. Message reçu. On a merdé. D'accord. On s'excuse. Maintenant? Soyons adultes. Tu ne peux pas nous couper les vivres du jour au lendemain. C'est irresponsable. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Tu vas les punir pour nos erreurs? Il a désigné Léo et Manon, les utilisant comme boucliers humains. C'était habile. Et abject. Je me suis tournée vers mes petits-enfants. Leur visage était tendu. Ils étaient spectateurs d'un drame qui les dépassait, mais dont ils étaient aussi acteurs. Léo. Manon. Ai-je dit doucement. Regardez-moi. Quand vous étiez avec vos parents, à me dire que je vous faisais honte, que vous vous ennuieriez avec moi en vacances. Est-ce que vous pensiez à moi? À ce que je pouvais ressentir? Manon a secoué la tête, les larmes aux yeux. Léo est resté silencieux, mâchoire serrée. Je ne vous punis pas. Ai-je continué? Je vous donne une leçon. Une leçon de vie. Le respect, ça ne s'achète pas. Et l'argent ne donne pas tous les droits. Surtout pas celui de mépriser les gens. Encore moins sa propre grand-mère. Je me suis relevée. La fatigue me gagnait, mais je savais que je devais tenir bon. Maintenant, il est tard. Je veux que vous partiez. Nous n'avons plus rien à nous dire pour ce soir. Partir? A explosé Marc. Mais on n'a rien réglé. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je le peux. Et je le fais. La discussion est terminée. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. L'invitation était claire. Chloé m'a regardée. Le visage ravagé. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas vraiment nous mettre dehors? Je ne vous mets pas dehors. Je vous demande de rentrer chez vous. Dans la maison que j'ai aidé à payer. Avec la voiture dont j'ai financé l'apport. Réfléchissez Réfléchissez à tout ce que vous tenez pour acquis. Et demandez-vous si ça ne vaut pas un peu de respect en retour. Marc a attrapé Chloé par le bras. Viens. On perd notre temps. Elle est devenue folle.
Il a poussé les enfants vers la sortie. Avant de franchir le seuil, Chloé s'est retournée une dernière fois. Son regard n'était plus triste. Il était rempli d'une colère froide. Une promesse de guerre. Tu le regretteras, maman. Puis la porte s'est refermée sur eux. Je suis restée un long moment immobile dans l'entrée. Le silence est revenu. Mais il était différent. Ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence du champ de bataille après le premier assaut. J'avais gagné une bataille. Mais je savais que la guerre ne faisait que commencer. Et dans cette guerre, j'étais seule. J'ai jeté un œil au paysage de la Corse accroché au mur. C'était un rêve lointain maintenant. La réalité. C'était cette famille brisée et ce combat que je devais mener. Pas pour l'argent. Mais pour ma dignité. Les jours qui ont suivi ont été d'un calme irréel. Pas d'appel. Pas de message. C'était un silence lourd. Menaçant. Comme le calme plat avant un ouragan. J'ai essayé de reprendre le cours normal de ma vie. Mes promenades matinales à la Croix-Rousse. Mes visites au marché. Mes après-midi de lecture. Mais tout semblait différent. L'absence de leur présence, même virtuelle, créait un vide immense. Je me surprenais à sursauter au moindre bruit, à vérifier mon téléphone compulsivement, m'attendant à une nouvelle attaque. Hélène Dubois a été ma seule confidente. Je lui ai tout raconté. La confrontation. Les mots durs. La porte que j'avais fermée. Elle m'a écouté avec sa patience habituelle. Il teste vos limites. Solange. M'a-t-elle dit un après-midi alors que nous prenions le thé dans mon salon. C'est la stratégie du silence. Ils espèrent que la solitude et la culpabilité vous rongeront et que vous finirez par céder. Et si elle avait raison? Ai-je murmuré? En regardant le fauteuil où Chloé s'était assise quelques jours plus tôt. Si j'étais en train de tout gâcher? Qu'est-ce qu'il y a à gâcher? Mon ami? Une relation basée sur l'argent et l'habitude? Parfois. Il faut tout brûler pour pouvoir reconstruire sur des bases saines. Ou pour se rendre compte qu'il n'y avait rien à sauver. Tenez bon. Ces paroles étaient mon encre. Mais la nuit. Seule dans mon grand lit. Le doute revenait me hanter. Les visages de Léo et Manon, perdus et effrayés, s'imposaient à moi. Étais-je une grand-mère cruelle? Une mère sans cœur? La culpabilité. Ce poison lent que les mères connaissent si bien, commençait à s'infiltrer dans mes veines. C'est exactement ce qu'ils attendaient. Le samedi suivant, une semaine jour pour jour après notre dispute, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé par le Judas. C'était Chloé. Seule. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air épuisée. Défaite. Elle tenait un petit bouquet de pivoine. Mes fleurs préférées. J'ai ouvert. La méfiance luttant contre un reste d'espoir maternel. Bonjour maman. Sa voix était basse. Presque un murmure. Je peux entrer? J'ai acquiescé en silence. Elle m'a tendu les fleurs. C'est pour toi. Pour me faire pardonner. Je les ai prises. Surprise par ce geste. Je suis allée chercher un vase dans la cuisine. Le temps de reprendre mes esprits. Était-ce une trêve? Une véritable demande de pardon? Quand je suis revenue dans le salon, elle était assise sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait beaucoup pleuré. Je voulais m'excuser. A-t-elle commencé? Sans me regarder. Pour tout. Les mots que j'ai dits. La façon dont on s'est comporté.
Marc aussi est désolé. On a été horrible. Je suis restée debout, le vase à la main. J'attendais la suite. Cette semaine a été un enfer? A-t-elle continué? Sa voix se brisant. On s'est disputé tous les jours avec Marc. Il est à bout. On a dû annuler le club en Grèce? Bien sûr. Les enfants sont déçus. Ils ne comprennent pas. J'ai essayé de leur expliquer. Mais elle a éclaté en sanglots. Une partie de moi, la mère, a eu envie de la prendre dans mes bras, de lui dire que tout allait s'arranger. Mais une autre partie, la nouvelle Solange, est restée immobile, vigilante. Je sais qu'on a tout gâché, a-t-elle dit entre deux hoquets. On t'a prise pour acquise. On a été égoïste. Je n'ai pas été une bonne fille. Et Marc, il est sous pression au travail. Il dit des choses qu'il ne pense pas. Mais au fond, il t'aime bien. Tu sais. J'ai posé le vase sur la table basse. Les pivoines semblaient soudainement fausses. Trop parfaites. Qu'est-ce que tu attends de moi? Chloé? Elle a relevé la tête, ses yeux pleins de larmes me suppliant. Je veux qu'on redevienne une famille. Je veux que tu nous pardonnes. Je ne veux pas de ton argent. Maman. Je te veux. Toi. Ta présence me manque. Les dimanches me manquent. C'était bien joué. Très bien joué. Elle avait touché la corde sensible. L'argent n'était plus le sujet. C'était l'amour. La famille. Le manque. C'était tout ce que je rêvais d'entendre. Mais c'était trop. Trop soudain. Trop parfait. Je ne sais pas si je peux te croire. Chloé. Je te le prouverai. S'est-elle exclamée. On va changer. Tous. On va faire des efforts. S'il te plaît. Maman. Donne-nous une autre chance. Juste une. Recommençons à zéro. Viens déjeuner demain. Comme avant. Je préparerai ton plat préféré. J'étais déchirée. Mon cœur me criait de dire oui. De mettre fin à cette guerre stupide. Ma raison me hurlait de me méfier. Je vais y réfléchir. Ai-je dit finalement. Son visage s'est décomposé. Elle s'attendait à une capitulation immédiate. Réfléchir? Mais il n'y a rien à réfléchir. C'est ta famille. C'est précisément parce que c'est ma famille que je dois réfléchir. Laisse-moi le week-end. Chloé. Je t'appellerai. Elle est partie. Visiblement déçue. Mais en prenant soin de me lancer un dernier regard plein de repentir. Une fois seule. J'ai senti un terrible mal de tête m'assaillir. Était-ce un piège? Ou un premier pas sincère? Et si je me trompais? Si je les repoussais alors qu'ils faisaient un effort? Je serais la seule responsable de la rupture définitive. Le lendemain. Le dimanche. Le téléphone n'a pas sonné. Je ne l'ai pas appelé. L'appartement était silencieux. J'ai mangé seul une tranche de jambon et une salade. Le cœur lourd. L'odeur fantôme du poulet rôti semblait flotter dans l'air. La solitude était plus pesante que jamais. Le lundi matin, alors que je m'apprêtais à sortir pour ma marche, j'ai reçu un appel. C'était Maître Dubois. Mon notaire. Je ne l'avais pas contacté depuis des années. Madame Fournier. Bonjour. Je vous appelle car j'ai reçu une demande assez inhabituelle. Sa voix était empreinte d'une certaine gêne. Votre fille et votre gendre? Monsieur et Madame Renaud? Ont pris rendez-vous avec moi. J'ai senti mon sang se glacer.
Pour quelle raison? Il y a eu une pause. Il souhaitait se renseigner sur les procédures de mise sous tutelle pour une personne âgée. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mise sous tutelle. Le mot était laid. Violent. Il signifiait incapacité. Sénilité. Perte de contrôle. Il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait un moyen légal de me neutraliser et de reprendre le contrôle de mon argent. Le bouquet de pivoine. Les larmes. Les excuses. Tout n'était qu'une mise en scène. Une stratégie pour m'amadouer pendant qu'ils préparaient leur coup de jarnac. Qu'avez-vous répondu? Maître? Ai-je demandé? Ma voix étrangement calme. Je leur ai évidemment expliqué que c'est une procédure très lourde, qui nécessite des expertises médicales prouvant une altération grave des facultés mentales. Je dois vous avouer, Madame Fournier, que j'ai été très surpris. Je vous connais, et vous m'avez l'air en pleine possession de vos moyens. Je me suis permis de les en informer. Et comment ont-ils réagi? Ils ont paru contrariés. Ils ont évoqué des oublis de votre part, des décisions impulsives et irrationnelles. Ils ont essayé de peindre un tableau inquiétant. Je vois. Ai-je dit? La nausée me montant à la gorge. Merci de m'avoir prévenu. Maître. C'est très important. C'était mon devoir. Madame Fournier. Soyez prudente. J'ai raccroché. Je suis restée debout au milieu de mon salon pendant de longues minutes. Le téléphone à la main. Le feu en moi. Celui dont Hélène avait parlé s'était transformé en un brasier dévastateur. Il n'y avait plus de doute. Plus de culpabilité. Il n'y avait qu'une certitude froide et absolue, j'étais en guerre contre mes propres enfants. Et ils étaient prêts à tout pour gagner. Ma décision a été immédiate. Ma naïveté était morte et enterrée. J'ai rappelé le notaire. Maître Dubois? C'est encore moi. Je voudrais prendre rendez-vous. Le plus tôt possible. C'est pour modifier mon testament. Entièrement. Ce rendez-vous était ma déclaration de guerre. Ils avaient voulu jouer sur le terrain légal? J'allais leur montrer que j'en maîtrisais les règles mieux qu'eux. Le rendez-vous a été fixé pour le jeudi. Ces 3 jours d'attente ont été les plus longs de ma vie. Je me sentais comme une clandestine dans ma propre existence. Je ne répondais plus au téléphone. Je filais le long des murs quand je sortais, craignant de les croiser. Le mercredi soir, Chloé a laissé un message vocal. Sa voix était redevenue glaciale, pleine de reproches. Maman. Ça fait 3 jours que j'attends ton appel. Apparemment, tu as refusé de nous pardonner. C'est ton choix. Mais ne viens pas te plaindre d'être seule après. Ce message a effacé mes derniers scrupules. Le jeudi matin, chez le notaire, j'étais sereine. J'ai dicté mes dernières volontés d'une voix qui ne tremblait pas. L'appartement, mon bien le plus précieux, je le léguais à Hélène Dubois. Elle était seule, sans grande fortune. C'était ma façon de la remercier pour son amitié indéfectible. Une grande partie de mes économies et de mes placements iraient à une association lyonnaise qui s'occupe des personnes âgées isolées. C'était une cause qui, soudainement, me touchait au plus profond de mon être. Et pour vos petits-enfants? A demandé le notaire. C'était le point le plus douloureux. Je les aimais encore? Malgré tout. Ils étaient les victimes de l'avidité de leurs parents. Je vais créer un fonds bloqué pour leurs études. Ils ne pourront y toucher qu'à leur majorité. Et uniquement sur présentation de justificatifs scolaires ou universitaires. Je veux que cet argent serve leur avenir, pas le présent de leurs parents. Et pour votre fille, Madame Renaud?
J'ai eu une longue hésitation. La rayer complètement? La punition ultime? Non. Je ne voulais pas être comme eux. Chloé aura droit à la réserve héréditaire. La part minimale que la loi m'oblige à lui laisser. Rien de plus. Et je lui lègue les bijoux de ma mère. C'est symbolique. Et pour votre gendre? Monsieur Renaud? Rien. Absolument rien. Quand j'ai signé le document, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de justice. Ma justice. Un acte de protection pour l'avenir de mes petits-enfants et un acte de libération pour moi-même. J'avais repris le contrôle de ma vie. Et même de ma mort. En sortant de l'étude du notaire, je ne me sentais ni triomphante, ni triste. Je me sentais vide. Mais c'était un vide apaisant. Comme une maison dont on a enfin retiré tous les meubles inutiles et la poussière accumulée pendant des années. L'air y circulait mieux. Je savais ce que j'avais fait. J'avais signé la fin officielle de la famille que j'avais connue. Le document qui reposait dans le coffre-fort de Maître Dubois n'était pas seulement un testament. C'était un acte de décès. Maintenant, une question se posait, que faire de cette information? Devais-je la garder secrète? Les laisser dans l'ignorance jusqu'à ma mort? Ou devais-je utiliser cette nouvelle arme? L'ancienne Solange, celle qui évitait les conflits, aurait choisi le silence. Mais l'ancienne Solange était morte et enterrée avec ses illusions. La nouvelle Solange, celle qui avait survécu à la trahison, était une combattante. Et un bon combattant ne laisse pas son adversaire dicter le rythme de la bataille. Leur tentative de me faire passer pour sénile était une attaque directe. Une déclaration de guerre totale. Ma réponse devait être à la hauteur. J'ai décidé de ne rien leur dire au sujet du testament. Pas encore. Ce serait ma carte maîtresse. Mon assurance vie. Mais je ne pouvais pas rester passive. Je devais leur montrer qu'ils avaient sous-estimé leur adversaire. Leur plan reposait sur l'idée que j'étais une vieille femme isolée. Fragile. Facile à manipuler. Je devais leur prouver le contraire. Ma première action fut de reprendre contact avec d'anciennes amies. D'anciennes collègues de la mairie que j'avais perdues de vue. Absorbée par ma vie de grand-mère dévouée. J'ai organisé des déjeuners. Des sorties au musée des Beaux-Arts. Des après-midi au parc de la Tête d'Or. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque du quartier. Je remplissais mon agenda. Non seulement pour combler le vide, mais pour construire un réseau. Un cercle social qui témoignerait de ma vitalité et de ma lucidité si jamais il tentait à nouveau une action en justice. Chloé et Marc ont dû l'apprendre. Par des connaissances communes ou simplement en voyant que la lumière de mon appartement était souvent allumée tard le soir. Cette nouvelle activité sociale devait les déconcerter. Une vieille femme qu'on cherche à faire interner n'est pas censée avoir une vie sociale plus remplie que la sienne. Un soir, alors que je rentrais d'un dîner avec des amis, j'ai trouvé Marc qui m'attendait dans le hall de l'immeuble. Il avait l'air fatigué et encore plus irritable que d'habitude. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit sans préambule. « Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. » Marc. Si. Chloé est au plus mal. Elle ne mange plus. Elle ne dort plus. Tu es en train de la détruire. La tentative de me faire culpabiliser était si grossière que j'ai failli en rire. Vraiment? Et qu'est-ce qui la met dans cet état? Le fait que j'ai coupé les vivres? Ou le fait que le notaire ait refusé de la suivre dans son projet de me faire enfermer? Il a blêmi. Il ne s'attendait pas à ce que je sois au courant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me prends pas pour une idiote? Marc. J'ai l'ouïe qui baisse peut-être. Mais mon cerveau fonctionne parfaitement.
Vous avez essayé de me faire déclarer incapable. C'est bas. Même pour vous. Il a retrouvé contenance, passant de la fausse inquiétude à l'agressivité ouverte. Et alors? C'était pour ton bien. Tu prends des décisions insensées. Tu jettes l'argent par les fenêtres avec tes sorties. C'est notre héritage que tu dilapides. Le mot était lâché. Héritage. Le pot aux roses. Votre héritage? Ai-je répondu, savourant chaque mot. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Marc. Mon argent n'est pas votre héritage. C'est mon argent. Il me servira à vivre confortablement jusqu'à mon dernier jour. Et si j'ai envie de le dépenser en champagne et en voyage autour du monde? C'est mon droit le plus strict. L'héritage. C'est ce qui reste. S'il reste quelque chose. Et rien ne vous garantit qu'il restera quoi que ce soit pour vous. Son visage s'est décomposé. L'idée que je puisse tout dépenser, que le trésor qu'il convoitait puisse s'évaporer, ne lui avait visiblement jamais traversé l'esprit. Tu ne ferais pas ça, a-t-il soufflé. Mettez-moi au défi. Ai-je conclu en me dirigeant vers l'ascenseur, le laissant planté au milieu du hall. Cette confrontation m'a donné une nouvelle idée. Une idée encore plus audacieuse. S'ils avaient peur que je dépense mon argent, j'allais leur donner exactement ce qu'ils craignaient. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous dans une agence de voyage de luxe sur la presqu'île. J'ai demandé la brochure la plus chère qu'ils avaient, un tour du monde en croisière de 3 mois. Le prix était astronomique. L'équivalent d'un petit appartement. J'ai laissé la brochure bien en évidence sur la table de mon salon. Puis j'ai commencé à faire des changements visibles dans mon quotidien. Je me suis acheté une nouvelle garde-robe. Des vêtements plus modernes et colorés. J'ai changé mes vieilles lunettes pour une monture de créateur. J'ai même pris rendez-vous chez un coiffeur réputé pour rafraîchir ma coupe. J'agissais comme une femme qui, soudainement, décidait de profiter de la vie sans compter. Le piège a fonctionné plus vite que je ne l'espérais. Quelques jours plus tard, Chloé a appelé. Sa voix était mielleuse, faussement enjouée. Coucou maman. Je passais dans le quartier. Je me disais que je pourrais monter te faire un petit coucou. J'ai fait un gâteau aux pommes. Le gâteau aux pommes. Après le bouquet de pivoine. Leur tentative de réconciliation passait toujours par la nourriture. Comme si on pouvait acheter le pardon avec une pâtisserie. Si tu veux. Ai-je répondu? Neutre. Quand elle est arrivée, j'ai vu ses yeux balayer immédiatement l'appartement. À la recherche de changements. Ils se sont arrêtés sur la brochure de la croisière. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle demandé en essayant de paraître désinvolte. Oh. Ça. Une idée qui me trotte dans la tête. Après tout, je n'ai jamais vraiment voyagé pour moi. Un tour du monde? Ça doit être formidable. J'ai vu la panique dans son regard. Elle a fait le calcul mentalement. 3 mois de croisière de luxe? C'était une part énorme de son héritage qui partait en fumée. Un tour du monde? Mais, toute seule? À ton âge? Ce n'est pas raisonnable. Maman. C'est dangereux. Au contraire. Ma chérie. C'est parfaitement sécurisé. Et je ne serai pas seule. Il y aura plein de gens. Des gens de mon âge. Comme tu me l'as si gentiment suggéré. Elle n'a pas su quoi répondre. Elle a regardé ma nouvelle coiffure. Mes nouvelles lunettes. Le tableau d'une femme qui leur échappait complètement. Elle a essayé de revenir à son plan initial. Écoute. Maman. Oublions cette histoire de notaire. Marc a paniqué. Il a dit n'importe quoi.
On s'inquiétait pour toi. C'est tout. On voudrait juste que les choses redeviennent comme avant. Les enfants te réclament. Manon m'a demandé hier pourquoi elle ne voyait plus sa mamie. Ça m'a brisé le cœur. Le mensonge était si transparent. Utiliser les enfants. Encore et toujours. Si Manon veut me voir, elle a mon numéro de téléphone. Elle peut m'appeler elle-même. Elle n'a pas besoin de passer par toi. La conversation tournait en rond. Elle essayait de me ramener dans le giron. De reprendre le contrôle. Et je la repoussais à chaque tentative. Elle est repartie avec son gâteau aux pommes à moitié entamé. Le visage encore plus soucieux qu'à son arrivée. Le bluff de la croisière avait fonctionné. J'avais touché leur point le plus sensible, le portefeuille. Mais ce jeu était épuisant. Jouer la comédie. Monter des stratagèmes. Vivre dans la méfiance permanente. Ce n'était pas moi. Je le faisais par nécessité. Pour me protéger. Mais cela me coûtait une énergie folle. Parfois. Le soir. La solitude revenait me frapper de plein fouet. J'avais gagné mon indépendance. Mais j'avais perdu ma famille. Était-ce une victoire? Hélène, avec sa lucidité habituelle, a mis le doigt sur le problème. Vous jouez à la guerre froide? M'a-t-elle dit. C'est une guerre d'usure. Personne ne peut gagner à ce jeu-là. Vous devez trouver un moyen de mettre un terme à ce conflit. Pas de le faire durer éternellement. Elle avait raison. Je ne pouvais pas passer les dernières années de ma vie à monter des bluffs et à déjouer des complots. Je devais mettre un point final à cette histoire. Un point final qui soit clair, net et sans appel. L'idée m'est venue quelques jours plus tard. Ce n'était pas une idée de vengeance, ni de stratégie. C'était une idée de vérité. Je devais les confronter. Non pas à mes actions, mais aux leurs. Je devais leur faire entendre ce que j'avais entendu. La vérité brute. Sans filtre. J'ai acheté un petit enregistreur vocal numérique. Un gadget simple. Facile à utiliser. La prochaine fois qu'ils essaieraient de me manipuler, je serais prête. Je ne savais pas quand cette occasion se présenterait. Mais mon instinct me disait qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Leur tentative de me faire passer pour folle avait échoué. Leur tentative de me culpabiliser avait échoué. Le bluff de la croisière les avait terrifiés. Ils allaient devoir trouver un nouveau plan. Et je serais là pour l'entendre. L'attente ne fut pas longue. La peur de voir leur héritage potentiel s'envoler dans une croisière de luxe a agi comme un puissant catalyseur. Une semaine après la visite de Chloé, Marc a demandé à me voir. Il a insisté au téléphone, utilisant un ton grave et solennel. Solange. C'est très important. Il s'agit de l'avenir des enfants. S'il te plaît. Accorde-moi 1 heure. L'utilisation des enfants comme prétexte était devenue leur refrain habituel. Mais cette fois, sa voix contenait une urgence qui a piqué ma curiosité. J'ai accepté de le recevoir le lendemain après-midi. Avant son arrivée, j'ai préparé mon petit enregistreur et je l'ai glissé dans la poche de mon gilet. Le minuscule microphone dépassant à peine. Mon cœur battait fort. Ce n'était pas dans ma nature d'agir ainsi. De manigancer dans l'ombre. Mais ils m'avaient poussé dans mes derniers retranchements. Ils avaient transformé ma maison en un champ de bataille. Et je devais utiliser les armes à ma disposition. Marc est arrivé à l'heure pile. Il n'était pas seul. Chloé l'accompagnait. Ils avaient l'air d'un couple se rendant à un enterrement. Leur visage était grave. Leurs vêtements sombres. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé. En face de mon fauteuil. Comme 2 accusés devant leur juge. Nous avons beaucoup réfléchi. Commença Marc.
joignant ses mains comme pour une prière. Et nous avons compris. Nous avons compris nos erreurs. J'ai attendu, silencieuse. J'avais déjà entendu ce discours. Nous ne voulons pas de ton argent, Solange. A continué Chloé. La voix douce et posée. Nous ne l'avons jamais vraiment voulu. C'était une facilité. Une mauvaise habitude. Ce que nous voulons, c'est retrouver notre mère et notre grand-mère. Leur discours était parfaitement rodé. Ils avaient dû le répéter. Nous savons que les mots ne suffisent plus, a repris Marc. Nous devons te prouver que notre démarche est sincère. C'est pourquoi nous sommes venus te faire une proposition. Une proposition qui, nous l'espérons, te montrera que nous ne pensons qu'à ton bien-être et à l'unité de cette famille. J'ai levé un sourcil. Intrigué. Marc s'est penché en avant. Tu es seul dans ce grand appartement. C'est beaucoup d'entretien. Beaucoup de charges. Et la solitude? À ton âge? Ce n'est pas bon. Nous nous inquiétons pour toi. S'il t'arrivait quelque chose? Une chute? Un malaise? Personne ne serait là pour t'aider. Où veux-tu en venir? Marc? Nous voudrions que tu viennes vivre avec nous. A lâché Chloé. J'ai accusé le coup. De toutes les stratégies possibles. Je ne m'attendais pas à celle-là. Vivre avec vous? Ai-je répété. Incrédule. Oui. A dit Marc avec un enthousiasme forcé. On a une chambre d'amis qui est parfaite pour toi. Tu aurais ton indépendance. Mais tu ne serais plus seul. Tu verrais grandir tes petits-enfants au quotidien. On s'occuperait de toi. On ferait les courses. Le ménage. Tu n'aurais plus à te soucier de rien. Tu pourrais enfin te reposer? Profiter. Et cet appartement? Ai-je demandé? Mon doigt effleurant discrètement l'enregistreur dans ma poche. Tu pourrais le vendre? A répondu Chloé. Un peu trop vite. L'argent de la vente? Tu le placerais. Cela te ferait un revenu complémentaire confortable pour tes petits plaisirs. Tu n'aurais plus aucune dépense? Puisque tu vivrais avec nous. C'est la solution idéale. Pour tout le monde. Le piège était là. Énorme. Grossier. Mais enrobé de sucre et de bons sentiments. Me faire vendre mon appartement? Mon sanctuaire? Ma seule véritable indépendance. Me faire emménager chez eux? Où je serais sous leur contrôle total. Une fois l'appartement vendu, l'argent serait sur un compte? Et ils n'auraient plus qu'à attendre? Ou à relancer leur procédure de mise sous tutelle? Pour mettre la main dessus. J'étais leur dernier investissement. J'ai fait semblant de réfléchir. De peser le pour et le contre. J'ai joué le rôle de la vieille femme seule. Touchée par cette proposition inattendue. Je ne sais pas quoi dire. C'est une décision importante. Prends ton temps pour y penser. Bien sûr. A dit Chloé avec une douceur mielleuse. Mais n'attends pas trop. Chaque jour que tu passes seul est un risque. Nous t'aimons. Maman. Nous voulons juste prendre soin de toi. Ils sont restés encore une vingtaine de minutes, me décrivant par le menu les aménagements qu'ils feraient dans la chambre d'amis. Les bons petits plats que Chloé me cuisinerait. C'était une performance d'acteur de haut vol. Ils étaient convaincants. Si je n'avais pas su ce qu'ils avaient tenté de faire quelques semaines plus tôt, j'aurais presque pu y croire. Quand ils sont partis, me laissant avec cette merveilleuse proposition à méditer, je me suis sentie physiquement malade. L'hypocrisie avait atteint un niveau presque insoutenable. J'ai attendu 1 heure. Puis j'ai mis mon plan à exécution.
J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Chloé. Ma chérie? C'est maman. J'ai oublié de vous demander quelque chose d'important à propos de votre proposition. Est-ce que Marc est avec toi? Pourriez-vous me mettre sur haut-parleur? Il y a eu une petite hésitation. Puis j'ai entendu la voix de Marc. Oui. Solange. On est là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien. J'ai réfléchi. Votre proposition est très généreuse. Mais avant de me décider, j'aimerais comprendre quelque chose. J'ai fait une pause, laissant le suspense s'installer. J'ai entendu dire que vous vous étiez renseigné sur la mise sous tutelle. Pourriez-vous m'expliquer en quoi cela s'inscrit dans votre projet de prendre soin de moi? Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil. Un silence si lourd que je pouvais presque entendre leur cerveau tourner à plein régime, cherchant une issue, une excuse. C'est Chloé qui a parlé la première? Sa voix soudainement stridente. Mais, qui t'a raconté ça? C'est absurde. On ne ferait jamais une chose pareille. Vraiment? Ai-je dit calmement. C'est étrange. J'ai pourtant des informations très précises. C'est un malentendu. A enchaîné Marc. Paniqué. On s'est juste renseigné pour une amie de la mère de Chloé. Oui. C'est ça. Une vieille dame qui perd la tête. On voulait juste aider. Le mensonge était pathétique. Il était temps de porter le coup de grâce. Une amie? Donc. Je vois. C'est très charitable de votre part. Mais puisque nous parlons d'amis et de projets, j'ai aussi une petite nouvelle pour vous. Vous vous souvenez de cette idée de croisière autour du monde? Oui. A répondu Chloé. Méfiante. Eh bien, j'ai changé d'avis. 3 mois. C'est un peu long. J'ai trouvé mieux. Je viens de signer le compromis de vente pour une petite maison en bord de mer en Bretagne. À Perros-Guirec. Un coup de cœur. Bien sûr. Ça a mangé une bonne partie de mes économies. Mais la vue sur la mer? Ça n'a pas de prix? N'est-ce pas? Le silence qui a suivi a été encore plus profond que le précédent. Je pouvais les imaginer. De l'autre côté. Se regardant. Livide. La Bretagne. Une maison. Des économies qui s'envolent. Une maison? A bégayé Chloé. Mais, tu ne nous as rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce sont mes économies. Ma décision. Je me disais que ce serait un bel endroit pour me reposer. Profiter. La place d'une vieille femme? Après tout. N'est pas forcément à Lyon. N'est-ce pas? J'ai entendu un bruit sourd. Comme un objet qu'on pose violemment. Puis la voix de Marc. Basse. Sifflante. Qu'il ne pensait sûrement pas que j'entendrais distinctement. Il parlait à Chloé. Mais la fureur était telle qu'elle a porté jusqu'à mon oreille. C'est ta faute. Je t'avais dit que ta stratégie de la gentillesse ne marcherait pas. Elle est complètement sénile. Elle est en train de tout flamber. Il faut l'arrêter. On va y retourner. Chez ce foutu notaire. Et cette fois, il va nous écouter. On trouvera un médecin qui confirmera qu'elle déraille. Puis la voix de Chloé. Tout aussi venimeuse. Arrêtez de m'accuser. C'est toi qui l'as braqué avec tes blagues à la con depuis des années. On aurait dû être plus malin. La jouer plus en douceur. Maintenant, à cause de toi, elle nous file entre les doigts avec notre pognon. Il faut trouver une solution. Et vite. Avant qu'elle ne signe l'acte final pour sa cabane de pêcheurs. Ils avaient oublié le haut-parleur.
Ou peut-être que la colère leur avait fait perdre toute prudence. Ils venaient de révéler le fond de leurs pensées. Notre pognon. L'a trouvé sénile. L'arrêter. J'ai attendu qu'ils terminent leur échange haineux. Mon cœur ne battait même plus. Il était gelé. Puis, d'une voix qui m'a semblé venir de très loin, une voix d'une tranquillité terrifiante, j'ai dit: merci. Je crois que j'ai tout ce dont j'avais besoin. Ne vous inquiétez pas pour la maison en Bretagne. C'était une plaisanterie. Par contre, la conversation que nous venons d'avoir, elle, est bien réelle. Et je l'ai enregistrée. Un cri étranglé est sorti de la gorge de Chloé. Puis, plus rien. Le silence absolu. Je vous enverrai le fichier audio. Ai-je continué sur le même ton glacial? Juste pour que vous puissiez réécouter. À tête reposée, la nature exacte de votre amour filial. Je crois que nous n'aurons plus besoin de nous revoir. Jamais. Et j'ai raccroché. J'ai appuyé sur le bouton « Stop » de mon enregistreur. J'ai regardé le petit appareil dans ma main. Cette petite boîte de plastique contenait la fin de tout. La preuve irréfutable de leur cupidité. De leur mépris. Le point culminant de 20 ans d'illusion. J'avais gagné. Mais ma victoire avait le goût amer des cendres. Après cet appel téléphonique, le monde a semblé s'arrêter. J'ai réécouté l'enregistrement une seule fois. Pour être certaine. Chaque mot. Chaque intonation haineuse. Chaque sifflement de colère était là. Gravé dans le silence numérique. Leur voix, dépouillée de tout artifice, révélait une laideur que je n'aurais jamais pu imaginer. Notre pognon. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Ce n'était pas seulement leur cupidité qui me heurtait. C'était la dépossession. Dans leur esprit, mon argent était déjà le leur. Ma vie n'était qu'une attente. Un obstacle entre eux et leur dû. J'ai fait ce que j'avais dit. J'ai transféré le fichier audio sur mon ordinateur et je l'ai envoyé par email à Chloé et à Marc. Je n'ai écrit aucun texte. Juste un objet, souvenir de famille. Puis, j'ai bloqué leur numéro de téléphone. J'ai bloqué leur profil sur les réseaux sociaux où Manon postait parfois des photos. J'ai tiré un rideau de fer numérique entre leur monde et le mien. La première semaine a été étrange. Un mélange de soulagement et d'angoisse. Le soulagement de ne plus avoir à jouer un rôle. De ne plus attendre le prochain coup bas. L'angoisse du vide. Pendant plus de 40 ans, ma vie avait tourné autour de Chloé. Mes pensées. Mes projets. Mes joies. Mes inquiétudes. Tout convergeait vers elle. Et soudain, il n'y avait plus rien. C'était comme si on m'avait amputé d'un membre. La douleur était fantôme, mais bien réelle. Ils n'ont pas essayé de me contacter directement. L'enregistrement était une arme de dissuasion massive. Ils savaient que je pouvais le faire écouter à n'importe qui, le reste de la famille, leurs amis, leurs voisins. C'était leur honte mise en bouteille. Mais ils ont essayé de passer par des intermédiaires. Une de mes cousines éloignées m'a appelé, me disant que Chloé était inconsolable et qu'il devait y avoir un terrible malentendu. Je l'ai poliment éconduite. Le père de Marc, un homme que j'avais toujours trouvé effacé, m'a laissé un message, me parlant de l'importance du pardon dans une famille. J'ai effacé le message sans y répondre. Leur stratégie était claire, me faire passer pour une vieille femme rancunière et intraitable qui rejetait sa famille pour un simple quiproquo. Tout en cachant soigneusement la nature de ce malentendu. Ils se construisaient une nouvelle narration où ils étaient les victimes de mon intransigeance. Seule Hélène Dubois connaissait toute la vérité.
Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Elle est restée silencieuse pendant toute la durée, son visage se durcissant au fil des secondes. Quand ce fut terminé, elle a simplement dit « Vous avez bien fait, Solange. Vous vous êtes sauvée. » Ces mots m'ont réconfortée. Mais ils ne pouvaient pas effacer la blessure. Me sauver. Mais à quel prix? J'avais gagné ma liberté. Mais je l'avais payée avec la seule famille que j'avais. Les semaines se sont transformées en mois. L'automne est arrivé, peignant les arbres du parc de la Tête d'Or de couleurs flamboyantes. Je continuais mes activités, mon club de lecture, mes sorties avec mes amis. J'ai même fait ce que j'avais menacé de faire, je suis partie en voyage. Pas un tour du monde, mais une magnifique croisière d'une semaine sur le Douro, au Portugal. Je suis partie avec Hélène. C'était la première fois que je voyageais sans me soucier du rythme ou des envies de quelqu'un d'autre. C'était doux et libérateur. Pourtant, même au milieu des vignobles en terrasse, l'ombre de mes enfants me suivait. Je voyais des familles rire aux éclats et une pointe de douleur me transperçait le cœur. Je pensais à Léo et Manon. Que leur avait-on raconté? Probablement une version édulcorée et mensongère de l'histoire. J'étais la méchante grand-mère qui les avait abandonnés. Cette pensée était la plus difficile à supporter. Un jour, en rentrant de mes courses, j'ai eu un choc. Manon était assise sur le banc en face de mon immeuble. Elle était seule. Elle a levé la tête en m'entendant approcher. Elle avait grandi depuis la dernière fois que je l'avais vue. Elle était devenue une jeune fille. Je me suis arrêtée. Mon sac de provisions à la main. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Manon? Elle s'est levée et s'est approchée timidement. Bonjour mamie. Ce simple mot. Mamie. A suffi à faire craquer la carapace de glace que je m'étais construite. Qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie? Tes parents savent que tu es ici? Elle a secoué la tête. Non. Je leur ai dit que j'allais chez une copine. Je voulais te voir. Viens. Monte. Ai-je dit doucement. Dans l'ascenseur, le silence était pesant. Une fois dans l'appartement, elle a regardé autour d'elle, comme si elle redécouvrait les lieux. Ses yeux se sont posés sur le paysage de la Corse qui avait remplacé la photo de famille. Tu me manques? A-t-elle murmuré, sans me regarder. J'ai posé mes courses et je l'ai prise dans mes bras. Elle était raide au début. Puis elle s'est détendue et s'est mise à pleurer silencieusement contre mon épaule. Je l'ai serrée fort, respirant l'odeur de ses cheveux. C'était mon bébé. Ma petite fille. Nous nous sommes assises dans le salon. Je lui ai servi un verre de grenadine, comme quand elle était petite. C'est le chaos à la maison? A-t-elle dit en regardant son verre. Papa et maman se disputent tout le temps. À propos de l'argent. Ils disent que c'est de ta faute. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Maman m'a dit que tu étais fâchée à cause des vacances et que tu nous punissais. Elle a dit que tu étais devenue méchante et égoïste. J'ai senti la colère monter. Mais je l'ai ravalée. Ce n'était pas la faute de Manon. Est-ce que tu me trouves méchante? Lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non. Mais je ne comprends pas. Pourquoi on ne se voit plus? C'était bien. Les dimanches. Ici. C'était le moment de vérité. Devais-je lui dire? Devais-je lui faire écouter cet enregistrement horrible et détruire l'image? Déjà bien écornée? De ses parents? Elle n'avait que 14 ans. J'ai pris une autre décision. Tes parents et moi. On a eu une très grosse dispute?
Ma chérie. Les adultes, parfois, disent et font des choses très blessantes. Et parfois, les blessures sont si profondes qu'on ne peut pas les réparer. Ce n'est pas de ta faute. Ni de celle de Léo. Et mon amour pour vous n'a pas changé. Jamais. Alors, on pourra se revoir? A-t-elle demandé? Les yeux pleins d'espoir. Tu pourras venir me voir quand tu veux. En secret? Si c'est plus simple pour toi. La porte te sera toujours ouverte. Son visage s'est illuminé. Cette petite lueur de bonheur valait toutes les batailles du monde. Elle est restée 1 heure. Elle m'a parlé de l'école, de ses amis, de ses soucis. C'était une conversation normale. Simple. Une conversation que je n'avais pas eue depuis des années. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Faut pas le dire à maman. Mais je crois que c'est elle qui est devenue méchante. Cette visite secrète a été un baume sur mon cœur. Mais elle a aussi semé une graine d'inquiétude. Si Manon avait réussi à venir, cela voulait dire que Chloé et Marc n'avaient plus le contrôle total. Que leur version de l'histoire commençait à se fissurer. Et en effet, la réaction ne s'est pas fait attendre. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Une lettre officielle d'un avocat. Chloé et Marc contestaient mon aptitude à gérer mes biens et demandaient officiellement ma mise sous protection juridique. En se basant sur le fait que j'avais rompu les liens familiaux de manière irrationnelle et que je prenais des décisions financières mettant en péril mon propre avenir. Ils utilisaient ma prétendue maison en Bretagne comme preuve de ma prodigalité. Ils avaient donc décidé de jouer leur va-tout. La guerre froide était terminée. La bataille finale allait commencer. Non plus dans mon salon, mais dans un tribunal. La lettre de l'avocat a eu l'effet d'un électrochoc. La menace n'était plus vague ou dissimulée derrière des larmes de crocodile. Elle était désormais officielle, couchée sur du papier à en-tête juridique. Ma propre fille engageait une procédure pour me faire déclarer incapable. C'était l'ultime trahison. L'acte final d'une pièce macabre. Curieusement, je n'ai ressenti ni peur, ni panique. Juste une immense lassitude et une froide détermination. Ils avaient choisi le terrain. J'allais m'y battre avec les armes qu'ils m'avaient eux-mêmes fournies. J'ai contacté mon notaire, Maître Dubois, qui m'a immédiatement orienté vers une avocate spécialisée dans le droit de la famille. Maître Valérie. Une femme d'une 50aine d'années. Vive. Précise. Dont le regard perçant semblait lire au fond de mon âme. Je lui ai raconté toute l'histoire. Depuis le début. Sans omettre mes propres erreurs. Ma propre cécité. Puis, je lui ai fait écouter l'enregistrement. Pendant les quelques minutes que durait l'audio, elle n'a pas scié, prenant simplement des notes sur un calepin. Quand ce fut terminé, elle a levé les yeux vers moi. Madame Fournier, a-t-elle dit d'une voix calme mais chargée de sens. Nous n'allons pas seulement nous défendre. Nous allons contre-attaquer. Leur démarche est abusive. Ce qu'ils ont fait relève du harcèlement moral et de la tentative d'abus de faiblesse. Les mois qui ont suivi ont été une succession de procédures, d'échanges de courriers entre avocats, d'expertise. J'ai dû me soumettre à une évaluation psychiatrique, demandée par leur avocat. Ce fut une expérience humiliante. Un médecin, un homme froid et distant, m'a posé des questions pendant 2 heures, testant ma mémoire, ma logique, ma perception de la réalité. Je suis sortie de ce rendez-vous en tremblant de rage contenue. Mais le rapport du médecin a été sans appel. Madame Solange Fournier est en pleine possession de ses facultés cognitives et ne présente aucun trouble justifiant une mesure de protection juridique.
C'était une première victoire? Mais le combat n'était pas terminé. La date de l'audience devant le juge des tutelles a été fixée. En attendant, la situation financière de Chloé et Marc semblait se dégrader rapidement. J'ai appris par une connaissance commune qu'ils avaient dû vendre leur deuxième voiture et que Marc était de plus en plus tendu au travail. Le château de cartes que j'avais financé pendant des années était en train de s'effondrer. Leur avidité se transformait en désespoir, ce qui les rendait encore plus dangereux. Manon a continué à venir me voir en secret, de plus en plus rarement. Elle était terrifiée à l'idée que ses parents l'apprennent. Elle m'a raconté que l'ambiance à la maison était devenue invivable. Que ses parents ne parlaient que de l'affaire, du procès, de l'argent qu'ils allaient enfin récupérer. Elle m'a avoué que son père avait écouté son téléphone pour savoir si elle m'appelait. Mon cœur s'est serré pour elle et pour Léo, pris en otage dans cette guerre qui n'était pas la leur. Le jour de l'audience est arrivé. C'était une matinée grise et pluvieuse de février. En entrant dans le palais de justice, je les ai vus. Chloé, Marc et leur avocat. Chloé a détourné le regard. Elle avait maigri. Des cernes sombres creusaient ses yeux. Marc, lui, m'a fusillé du regard. Un regard plein de haine pure. C'était la première fois que nous nous retrouvions dans la même pièce depuis des mois. Il n'y avait plus de famille. Juste deux camps ennemis. Dans le bureau du juge, l'atmosphère était pesante. Leur avocat a commencé sa plaidoirie, peignant un portrait de moi en vieille femme isolée, dépressive depuis la mort de son mari, devenue subitement prodigue et irrationnelle, coupant les ponts avec sa famille aimante et inquiète pour des raisons futiles. Il a parlé de la maison en Bretagne comme d'un achat impulsif et délirant. Quand ce fut le tour de Maître Valérie, elle a démonté leur argumentation point par point, avec une précision chirurgicale. Elle a produit mes relevés bancaires des 10 dernières années, prouvant que ma prodigalité était un mensonge, que j'avais toujours géré mes finances avec une prudence exemplaire. Elle a présenté les témoignages écrits de mes amis et d'Hélène, attestant de ma vie sociale active et de ma parfaite lucidité. Puis, elle a sorti sa dernière carte. Monsieur le juge, ma cliente ne souhaite pas accabler sa propre fille. Mais face à des accusations aussi graves, nous sommes contraints de produire un élément qui éclairera la Cour sur les véritables motivations de cette procédure. Elle a posé mon petit enregistreur vocal sur le bureau du juge. Nous avons ici un enregistrement d'une conversation téléphonique. Il est court, mais très instructif. L'avocat de Chloé et Marc a bondi, protestant contre la légalité de la pièce. Mais le juge, le visage impassible, a fait signe à Maître Valérie de continuer. Elle a appuyé sur le bouton « Play ». Le silence dans le bureau était total, rompu seulement par les voix de mes enfants, crues, métalliques. Point, elle est complètement sénile. Elle est en train de tout flamber. Il faut l'arrêter. Point, elle nous file entre les doigts avec notre pognon. Il faut trouver une solution. Et vite. J'ai regardé Chloé. Son visage était livide, décomposé. Elle fixait le petit appareil comme si c'était un serpent venimeux. Marc, lui, était rouge de fureur et d'humiliation. Quand l'enregistrement s'est terminé, le juge est resté silencieux un long moment. Il a regardé Chloé, puis Marc. Son regard était glacial. Je crois que j'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre, a-t-il dit. Il a rejeté leur demande sur le champ, qualifiant la procédure d'abusive et les condamnant à payer tous les frais de justice, y compris les honoraires de mon avocate. En sortant du bureau, ils sont passés devant moi sans un regard. Leur défaite était totale.
Je n'ai ressenti aucune joie. Juste un vide immense. C'était fini. J'avais gagné. J'avais protégé mes biens. J'avais sauvé ma dignité. Mais à l'instant même de cette victoire, j'ai compris que j'avais tout perdu. La vie a repris son cours. Mais rien n'était plus comme avant. Je ne les ai plus jamais revus. Manon a cessé de venir. J'ai supposé qu'on le lui avait interdit. Ou peut-être que la laideur de la vérité, qu'elle avait dû finir par apprendre, était trop lourde à porter pour elle. Quelques années plus tard, Hélène m'a appris qu'ils avaient divorcé. Marc était parti vivre dans une autre région. Chloé avait dû vendre la maison et vivait maintenant dans un petit appartement, travaillant à plein temps pour joindre les deux bouts. Moi, j'ai vieilli. Seule. Mes amis étaient là. Hélène a été un soutien sans faille jusqu'à son dernier souffle. Mais le soir, dans le silence de mon grand appartement, le fantôme de ma famille revenait parfois me hanter. Je repensais à Chloé petite fille, à ses éclats de rire. Je repensais à Léo et Manon bébé, à la chaleur de leur petit corps dans mes bras. Où était le point de rupture? Quand l'amour s'était-il transformé en calcul? Je ne le saurai jamais. Mon testament est resté tel quel. Quand je partirai, mon héritage ira à des gens qui, je l'espère, en feront bon usage. Mon histoire est devenue un avertissement silencieux. La place d'une vieille femme n'est pas à la maison devant la télé. Sa place est là où elle trouve le respect. Et parfois, pour trouver ce respect, il faut accepter de tout perdre. J'ai gagné ma tranquillité d'esprit, mais je l'ai payée au prix de la solitude. C'est une victoire amère, une liberté qui a le goût des larmes. Et c'est le seul héritage, le seul et unique souvenir de famille, que je laisserai derrière moi.